Bienvenue à un autre épisode d'Accès MRC où j'ai la chance de vous présenter soit des municipalités ou des organismes importants dans notre milieu. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Christina Gagnon, directrice générale de Toxic Action. Bonjour Christina. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Je trouve que c'est important de parler de votre organisme parce que très important dans notre milieu et c'est pas tout le monde qui est au courant, qui vous connaît. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que Toxic Action? Toxic Action, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 1996. Ça a été fondé à l'initiative de la communauté. Puis depuis 1996, on a évolué. On travaille en prévention de la dépendance. Puis on offre aussi les services de travail de rue qui sont un petit peu plus connus. Donc, depuis 1996, quand même, je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça existait. Oui. Et depuis ce temps-là, j'imagine qu'on a évolué pour offrir de plus en plus de services. Oui. Et comme tu l'as dit, dépendance, travail de rue. Donc, on va travailler avec quand même des problématiques de notre société, si on veut, de notre MRC en tout cas. Comment tu décrirais notre milieu un peu à ce niveau-là? Dans le fond, les services qu'on offre, là, on a une population qui est quand même assez mixte. Fait que comme on peut pas se spécialiser là, comme ailleurs au Québec, parfois seulement en ITSS ou seulement auprès des travailleuses du sexe ou seulement, on a une population, vraiment des populations qu'on va atteindre qui sont mixtes. Fait que les jeunes, les aînés, des gens qui consomment des drogues, des parents aussi, des personnes en situation d'itinérance, des personnes en situation précaire, des personnes qui ont juste besoin d'informations aussi. Fait que c'est vraiment varié là, au niveau des personnes qu'on peut aller rejoindre là, avec Toxic Action. Je savais, moi, que vous travaillez au niveau, entre autres, de la consommation de drogue et autres dépendances, mais je savais moins que vous travaillez aussi à contrer les ITSS. Donc, c'est quoi ce volet-là de votre mission? Oui, dans le fond, on sait que les relations sexuelles à risque, ça fait partie des risques quand on consomme. On est un petit peu moins vigilant. Donc, on peut être plus à risque d'attraper des ITSS. Puis quand on consomme des drogues aussi, on peut être plus à risque de contracter des infections sexuelles transmises sexuellement par le sang. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on va aussi rejoindre là, les gens. Puis on fait la distribution de matériel stérile, puis aussi de condoms. Fait que c'est possible d'avoir... Vous travaillez beaucoup, oui, en prévention avec la distribution de matériel et tout ça, mais vous allez aussi faire de la prévention sous forme d'ateliers d'information. Oui. Dans le fond, à Toxic Action, là, on peut offrir une gamme d'ateliers justement sur la dépendance. C'est quoi la dépendance? On offre aussi des ateliers sur les ITSS, sur les facteurs de protection qui vont faire en sorte que les gens vont avoir moins tendance à passer avec une problématique de dépendance. On fait des ateliers sur l'hépatite C, sur le VIH. On a vraiment différents, là, puis on peut aller aussi selon les besoins du milieu, fait qu'on peut réadapter des ateliers ou développer des nouveaux contenus là, qui sont en lien avec notre mission. Justement, je voulais qu'on parle un peu de vos objectifs aussi, qu'on les détaille un peu plus en détail. Donc, Toxic Action, quels sont vos objectifs sur notre belle MRC? On a un objectif de donner des services là, dans l'entièreté de la MRC. Fait que Toxic Action, nos locaux sont situés à Dolbeau-Mistassini, dans le centre-ville, sauf qu'on va aller donner des services là, dans l'ensemble de la population. Fait que les intervenants, ils se déplacent dans les milieux de vie, à la rencontre des gens. Fait qu'ils vont tisser des liens avec les adultes, les jeunes, répondre aux questions, ils vont... Dans le fond, on essaie d'être le plus présent possible là, dans l'ensemble de la MRC pour justement informer, éduquer, distribuer du matériel de prévention à la population. C'est ça qui est le fun aussi avec votre organisme. Vous êtes sur le terrain. Vous allez à la rencontre des personnes, des utilisateurs de vos services. Donc, oui, vous êtes là si les gens veulent venir vers vous, mais vous allez beaucoup vers les gens. Puis, on va détailler aussi un peu dans vos services, justement, comment vous le faites. Donc, tout d'abord, on en a parlé un petit peu tantôt. Vous faites du travail de rue. Oui. Vous êtes les seuls, je pense, sur le territoire à faire ça, d'ailleurs. Oui. Et à quoi ça ressemble, le travail de rue en tant que tel? Dans le fond, comme je disais tantôt, là, le travail de rue, c'est des intervenants qui proviennent des techniques en travail social, en éducation spécialisée, en éducation technique en délinquance. Fait que dans le fond, ils sont formés, ils vont tisser des liens, ils sont là, ils sont significatifs. Ils ont aussi des bases de connaissances là, sur différents sujets. Fait que ils répondent aux besoins des personnes du milieu. Fait que c'est ça qui est plaisant aussi. Là. Si les besoins, c'est des informations, ils donnent des informations. S'ils ont des... C'est tellement dur à décrire, le travail de rue. Là.
Dans le fond, ils s'adaptent vraiment. Ils s'adaptent, dans le fond, aux populations. Ça peut être super différent entre Saint-Louis-de-Milo, qui fait pas partie de la MRC, mais nous, on couvre Saint-Louis-de-Milo aussi. Ça peut être super différent entre les jeunes de Normandin puis les populations à Saint-Augustin. Les milieux sont différents aussi. Il n'y a pas des maisons des jeunes, par exemple, dans toutes les municipalités. Fait que ils vont s'adapter au terrain dans lequel ils vont. Ils vont dans les bars, ils vont dans les écoles, ils vont à domicile, dans le fond, ils vont dans les festivals. Fait qu'ils vont un petit peu partout là, à la rencontre des gens. Puis ça ressemble à quoi, mettons, leur horaire? Tu sais, j'imagine qu'ils travaillent de soir un peu. Oui, bien, étant donné que maintenant on a plusieurs travailleurs de rue, dans le fond, on a une équipe de 6 travailleurs de rue qui couvrent l'ensemble de la MRC. Fait que dans le fond, là, ils sont présents de 9h le matin jusqu'à normalement 23h. C'est sûr que là, la COVID vient un peu chambouler les horaires, mais normalement, là, ils sont là sur une bonne période de temps. Ils sont là le samedi aussi. Fait que le travail de rue est disponible du lundi au samedi. Puis est-ce qu'on a un moyen de les identifier, ces personnes-là, quand on est sur le terrain, justement? Oui, bien entre autres, ils ont leur sac. OK. Dans le fond, ils ont un sac à dos bleu turquoise. Qui est identifié travail de rue avec le logo de notre organisme. Puis, dans les dernières années, là, on a développé le service d'unité mobile. Fait que ils sont aussi à l'intérieur de l'unité mobile là, qui se promènent dans la MRC. Oui, puis on va y revenir tantôt parce que c'est vraiment un beau projet, ça, votre fameux bunker. On va y revenir dans quelques minutes. On va continuer de détailler les services parce que, oui, il y a le travail de rue, mais il y a le travail qu'on dit de milieu aussi, où vous allez travailler vraiment avec différentes tranches d'âge. On pourrait s'imaginer que c'est seulement chez les jeunes, mais il y a aussi chez les aînés qu'il y a un certain travail à faire. Qu'est-ce que vous faites avec eux autres? Oui, mais dans le fond, les services de toxication, ils s'adressent à toute personne qui a plus de 12 ans dans la MRC. Fait que ce soit un aîné, un adulte ou un jeune, dans le fond, les services sont disponibles. Le plus gros facteur qui va changer, c'est les milieux où on va rencontrer les gens. Fait que les jeunes, on va les voir plus dans le milieu scolaire, en milieu maison des jeunes. Puis les aînés, ben, en résidence, dans les clubs d'âge d'or, dans les milieux extérieurs, des fois, là, ils vont dépendant. Comment ça s'appelle? La pétanque. Oui. Une pétanque. Ben oui. Dans les parcs, ben, il y a souvent plus d'aînés dans ce type de parc-là, dans un parc avec des glissades. Puis, ça serait quoi un peu les différences entre ces deux populations-là? C'est quoi les problématiques chez les aînés? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on retrouve chez les plus jeunes? Non. Dans le fond, c'est sûr que les problématiques sont assez différentes. Là, les aînés vont parler mettons, plus d'isolement, des fois de la maltraitance, des deuils, des problèmes d'argent, de nourriture, de logement, familiaux. Puis, tu sais, les jeunes n'ont pas d'autres problématiques, là, les relations amoureuses, les relations familiales, les inquiétudes, l'anxiété, la santé mentale, etc. Donc, vous avez vraiment un éventail très grand de services que vous offrez puis de problématiques que vous aidez aussi. Donc, on est chanceux de vous avoir. On va continuer avec vos services. Les ateliers de prévention, on en a parlé tantôt, mais est-ce que vous allez, par exemple, dans les écoles, les maisons des jeunes, justement, les résidences de personnes âgées? Oui, ça fait entre autres partie des milieux que l'on peut faire. C'est sûr que c'est une partie qui est en développement futur d'aller donner des ateliers plus... comment je dirais ça? Plus... moins fractuels, là, plus à toutes les années. Fait que ça, c'est en développement. C'est pour qu'on y aille de façon stable, avec un programme, puis tout ça. Mais présentement, là, si les écoles ont besoin, on peut aller rencontrer, là, pour faire des ateliers dans les classes. Puis c'est vraiment sur toutes sortes de thématiques, pas juste sur la consommation. C'est sûr qu'au niveau des jeunes, quand on va dans les écoles, en prévention, il y a des choses qu'il faut faire, puis des choses qu'il faut pas faire. Fait que les ateliers sont adaptés aux âges puis au public. Fait qu'on va aller développer, mettons, en secondaire 1, les facteurs de protection, l'estime de soi, la confiance en soi, des choses comme ça. On n'ira pas parler directement là, des drogues ou des substances. Fait que c'est vraiment là, séparé par vraiment adapté dans le fond. C'est adapté, les langages sont adaptés, puis les informations sont adaptées aussi. Est-ce qu'il y a une partie de ces ateliers-là que vous faites en virtuel en ce moment? Ou pas encore? Un petit peu moins au niveau présentement des ateliers virtuels. On offre des rencontres en individuel, en virtuel, mais au niveau des interventions de groupe, on en fait un petit peu moins là, au niveau virtuel. OK, c'est bon.
Parfait. Et puis, ben c'est ça, on en a glissé un mot tantôt, mais vous avez, là, depuis, je pense, 2 ans, le bunker. 2019, ouais, on est en 2021, ça va faire 2 ans cette année que vous avez le bunker. Si vous n'avez jamais rencontré ce véhicule-là en ville, on va vous en montrer des images un peu pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Parce que c'est un véhicule qu'on remarque qui est vraiment à votre image. Donc, parle-moi de ça. Comment ça a parti, ce projet-là? C'est quoi le bunker? Ben dans le fond, le bunker, c'est parti d'une... c'est des projets qui existent dans le Québec. Fait que souvent dans les grands centres comme à Montréal, c'est des organismes qui ont des véhicules comme ça pour rejoindre les populations. Puis là, on se disait que ça ferait bien dans notre coin parce que il y a des places où ce qu'on remarquait, c'est qu'on n'était pas capable de rejoindre les populations parce que la dévitalisation fait en sorte que il y avait plus de bars, plus de maisons des jeunes, plus de restaurants, puis des fois, tu sais, on n'avait comme pas de place à aller. Fait qu'on se disait, si on réussit à avoir un véhicule comme ça, dans notre MRC, ben, ça va nous faire une place pour accueillir les gens, puis d'être visible aussi, parce que, tu sais, on peut aller dans une municipalité, puis si on voit personne, puis que les gens sont pas là, ou qu'ils nous voient pas, qu'ils savent pas qu'on est là, ben ça va être difficile de les rencontrer. Ben oui. Fait dans ce projet-là, là, dans le fond, on a vu une solution à cette chose-là, à cette problématique-là qu'on avait identifiée là, dans Aller vers. Fait que, on a entamé des démarches en 2017 pour commencer à aller chercher du financement pour être capable d'acheter le véhicule. Puis, on a eu différents partenaires là, qui ont embarqué avec nous, dont la Caisse des Jardins, la Fondation Jacques Francoeur, TELUS, la MRC Marie-Chapdelaine, la députée Nancy Guillemette. Fait que dans le fond, tout ça résolu. Puis avec tous ces montants-là, on a réussi à faire l'achat de l'autobus puis à déployer les services là, de l'unité mobile tel qu'on le connaît maintenant. C'est un gros projet sur lequel vous avez travaillé vraiment fort. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du bunker? Parce qu'on le voit peut-être souvent passer, mais peut-être qu'on n'est jamais allé dedans. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux bunker? Ben dans le fond, il a été aménagé dans le fond pour être comme une salle de rencontre. OK. Fait que c'est une espèce de grand banc en U avec un comptoir. Puis une espèce de coffre là, qui est au centre. Le coffre est rempli d'activités, d'ateliers, d'informations, de trucs. Puis on a aussi les bancs là, qui sont remplis de plusieurs choses. On a des jeux, Fait que, tu sais, les gens ils peuvent venir aussi faire d'autres choses que juste jaser. Essayer des nouvelles passions, essayer des nouvelles affaires, rencontrer les intervenants et compagnie. Et puis, depuis que vous avez le bunker, est-ce que vous avez vu un changement? Est-ce que les gens ont plus tendance justement à aller vers vous quand ils voient le véhicule arriver? Oui. Puis là, c'est sûr que l'expérience a été un petit peu ralentie à cause justement de l'arrivée des mesures sanitaires. Bien sûr. Parce qu'au début, on a aussi une partie visibilité avec l'autobus. Dans le fond, on voulait aller dans les festivals, sur les sites pour rencontrer les gens, se présenter, puis être là, pour que les gens nous voient, puis qu'on puisse présenter le bunker, puis quand ils nous voient dans les MRC, les inviter à venir nous voir. Puis on allait aussi beaucoup dans les écoles. Des fois, ils se ramassaient avec 25-30 jeunes dans l'autobus. On peut comprendre maintenant qu'avec la situation sanitaire, avec 4 jeunes seulement à la fois, ça vient un peu brimer l'expérience, là, mais au départ, là, quand on a commencé sans mesure, c'était vraiment positif comme... L'objectif était rempli. L'objectif était rempli. Elle l'a encore. Oui. Parce que sinon, ce serait vraiment difficile présentement là, d'aller vers les municipalités parce que tout est fermé. Fait que ça vient sauver un petit peu la mise, là, puis ça nous permet d'être encore présents dans le milieu, puis pas juste par téléphone. Ben oui, puis de pas juste jaser dehors quand il fait super froid en hiver, ben là, vous avez une place chauffée ou, puis tu sais, c'est plus intime aussi, là, s'il y a des personnes qui ont des problématiques plus sensibles, j'imagine que ça apporte plus à la confidence. Oui, puis on est bien installé. Ben oui, tu sais, c'est ça. Puis aussi, l'image et le fun, tu sais, c'est attirant. On voit ça, on dit, c'est quoi qui se passe là-dedans? Ça a bien l'air le fun. Ouais, fait que c'est un beau projet. Est-ce que vous avez été pris un peu en exemple avec d'autres organismes pour ça? Est-ce qu'on vous a Elle a une jumelle, dans le fond, l'autobus. OK. Il y en a une qui est identique sur le territoire de Chicoutimi. Ah! Fait qu'on les a commandés en même temps. Ils ont vraiment là, exactement la même configuration.
C'est bien chouette, je savais pas ça. Fait que c'est le fun, ça a un peu inspiré aussi d'autres. Puis il y a d'autres territoires là, qui nous ont, des territoires éloignés là, qui nous ont contactés pour avoir de l'information sur l'expérience puis tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est novateur là, au niveau au niveau de l'implantation. Vraiment c'est un projet qu'on est bien fiers. Bien, je comprends, avec raison. C'est vraiment un super beau projet. Oui. Et là, on a glissé un peu un mot à travers notre conversation sur la COVID, hein, parce que veut pas, ça a changé beaucoup de choses et pour on ne sait pas combien de temps, ça continue de changer un peu les choses, mais vous avez continué quand même à dispenser vos services. Oui, on est là depuis le tout début. Là, les services n'ont jamais arrêté. On fait partie des services essentiels. Justement, tantôt on parlait un petit peu de distribution de matériel. Oui. Fait que ça fait partie des services essentiels. On distribue aussi l'analoxone. L'analoxone, c'est l'antidote aux surdoses de fentanyl et d'opiacés. OK. Fait que c'est important de continuer de la distribuer. Fait qu'on on a continué. Là. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu différentes, un peu dénaturées de ce qu'on fait habituellement par la présence, pas juste les gens qui nous appellent, mais vraiment être là. Être présent, oui. Ouais. Mais tu sais, on a réussi là, avec l'équipe à adapter les services pour continuer d'être là justement grâce à l'unité mobile. On a adapté là, les gens qui ont Internet, qui ont accès à Internet, qui ont accès à des téléphones, accès à Zoom, ben, on peut continuer des rencontres en virtuel, mais on va. Ceux qui peuvent pas, ben, on continue les rencontres en présentiel en maintenant les mesures, bien évidemment, le masque, les lavages des mains, la distanciation, etc. De manière sécuritaire. De manière sécuritaire, autant pour la personne qui vient rencontrer les intervenants que pour l'intervenant. Puis, les gens, ils se sont quand même bien adaptés. Ça va, on peut dire que ça va bien, quand même. C'est bon. Puis, est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce qu'on a vécu en 2020, ça a augmenté peut-être la consommation? Tu sais, est-ce que sur le terrain, vous ressentez plus de détresse, peut-être plus justement de consommation? Est-ce que tu penses que ça a eu un effet, la COVID, sur les gens? C'est certain que c'est venu bouleverser puis changer les habitudes de vie des gens. Tu sais, dans la population en général, on a vu une augmentation de la consommation, là. Puis ça, c'est à la grandeur du Québec, c'est pas juste au niveau de la MRC. On remarque aussi un changement au niveau des produits de la rue, là. Maintenant, les frontières ont été fermées. Il y a eu sur la qualité des produits, là, ça a eu un impact. Ouais. Ça peut avoir une incidence sur le taux de psychose, les surdoses, les détections de fentanyl. Qu'est-ce qui circule dans la région. L'alcool aussi, j'imagine? Oui. L'alcool fait partie de la drogue la plus consommée dans la population. Puis des fois, quand il y a plus de stress, ben, ça peut être une habitude de vie qui change. Donc, est-ce que votre clientèle a un peu changé? Est-ce que vous avez vu des nouvelles personnes ou des nouveaux types de personnes que vous n'aviez jamais vraiment rencontrées avant? C'est sûr qu'il y a des personnes qui se sont questionnées là, sur leurs habitudes de vie puis qui aimaient moins un petit peu la tournure, fait qui ont pris contact. Mais c'est pas une grande partie de la population que la consommation va venir vraiment problématique, puis que la vie tourne autour essentiellement de ça. C'est un faible pourcentage de gens qui sont plus fonctionnels, puis qui la consommation elle prend beaucoup de place. Tu sais, les gens, habituellement, il y en a plein qui consomment, mais qui ça n'a pas autant d'impact dans leur vie. Mais ces gens-là, ils continuent c'est ça. Oui, ben non, mais c'est ça, ils continuent. Oui, je comprends ce que de consommer, puis des fois, ça peut prendre plus de place. Ça peut venir prendre plus de place ou ça peut venir faire un point de basculement. Tu sais, entre là, j'étais stable, puis c'était comme ça, si la consommation peut devenir un peu plus problématique avec, je sais pas, une augmentation de la violence, une augmentation, tu sais, avec les pertes d'emploi, c'est tous des facteurs de stress, la santé, qui peuvent faire en sorte que la consommation, elle vienne patcher, puis qu'il y ait un petit peu moins de contrôle, là. Sur notre vie. Bien, l'isolement aussi, le fait qu'il y a tellement de choses qui soient fermées que ça nous enlève des choses à faire. Tu sais, je ne vais plus au gym, je ne vais plus au restaurant, je ne vais plus au bar. Je suis toute seule à la maison. Je ne peux plus voir mes amis. Je ne peux plus voir mes amis. Tu sais, des fois, il y a plein de gens qui avaient des méthodes d'envie pour se motiver, sortir, évacuer le stress ou c'est sûr que là, si on commençait à prendre l'alcool pour compenser ces comportements-là, c'est sûr que ça a des effets là,
sur beaucoup de monde. Et quand est-ce que tu penses que c'est pertinent de consulter pour ces problématiques-là? C'est sûr que quand on voit que ça commence à avoir un impact là, sur les sphères de notre vie, que ça devient moins fonctionnel, qu'il y a des chicanes, qu'on rentre pas au travail le lendemain, qu'on commence à avoir des problèmes, faire des mensonges, c'est bien peut-être de consulter. Là. Parfait. Bien, c'est très intéressant d'avoir cet impact-là. Est-ce que tu penses que cet impact-là, justement, de la COVID, même si demain matin, on retombe à la normale, est-ce que tu penses que pour plusieurs années, on va les ressentir, les effets, ou ça va se résorber? C'est sûr que c'est assez dur à évaluer. Probablement, ouais. Tu sais, j'ai pas de réponse à... Je suis pas capable de... Ben, on n'a pas de précédent. Hein? Il n'y a pas de précédent. Les précédents étaient là 100 ans dans un contexte vraiment différent. Ouais. La dernière pandémie, avec la technologie, qu'est-ce que ça va faire au final? Là? On ne sait pas. Là. Et il y a une autre dépendance peut-être avec la COVID qui est venue, c'est la dépendance à la technologie. Est-ce que c'est quelque chose que vous traitez aussi, dont vous parlez beaucoup avec les gens? Pas vraiment, parce que c'est quand même nouveau là, dans le monde en général. Toutes les recherches, il y a beaucoup de recherches qui sont faites par rapport à ça, mais il n'y a pas beaucoup on n'a pas de service spécifique par rapport à ça. Mais peut-être que ça va s'en venir peut-être avec jour, le futur. On sait pas. Justement, on va aller voir un peu dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient pour Toxic-Action? Oui. Dans le fond, on parlait de la COVID tantôt. Là, on avait un nouveau projet qui avait commencé à démarrer au printemps 2020, quand tout ça a commencé, qui s'appelle Tapage, le travail alternatif payé à la journée. Ah. Fait que, dans le fond, c'est des plateaux de travail pour les gens en pré-employabilité. Fait que les gens qui ne cadrent pas dans les services d'employabilité qui existent déjà avec le Carrefour Jeunesse Emploi, Service Québec, etc. Fait que c'est des plateaux qui sont pas récurrents. Les gens ils vont pouvoir s'inscrire, participer à un plateau de travail de 2, 3, 4 heures, être payés sur ici et maintenant à la fin du plateau, puis ils n'ont pas de besoin de récurrence. S'ils en font un, c'est un, puis s'ils en font 2 dans l'année, c'est 2, puis sinon, ça va selon les revenus. Là. Des fois, il y a un seuil qu'ils peuvent atteindre s'ils sont sur l'aide sociale. Fait que dans le fond, c'est une étape avant, des fois, de se réintégrer au niveau professionnel. Ah, c'est intéressant, ça. Puis ça venait aussi répondre là, à un enjeu de main-d'œuvre qu'on voyait. Des fois, il y a des... Sur notre territoire, on avait observé là, qu'il y a des places qui manquaient de main-d'œuvre pour des tâches qui sont quand même primaires, là, qui pouvaient être données à contrat. Fait qu'on a l'intention là, d'aller rencontrer les employeurs sur notre MRC pour offrir des services. Regardez comment on peut organiser les plateaux. C'est sûr que là, présentement, à cause de la COVID, les activités de regroupement qui mettent des gens ensemble, c'est plus difficile à développer, mais on espère là, pouvoir commencer ce printemps là, à aller rencontrer certaines personnes pour faire quelques plateaux pendant l'été, qui vont dans les milieux extérieurs, puis ça va être plus facile à gérer qu'à l'intérieur en plein hiver. En effet, mais quelle belle initiative, parce que c'est très utile pour la clientèle cible, mais aussi pour les employeurs. S'il y en a qui écoutent notre émission et qui se disent « Oh mon Dieu, ça m'intéresse », j'imagine qu'ils peuvent rentrer en contact. Oui, ils peuvent déjà rentrer en contact là, avec nous s'ils disent « Hey, wow, moi, ça, telle chose, je pourrais travailler avec Toxic-Action puis donner la chance à des gens qui sont loin du marché du travail, de peut-être se réintégrer puis entamer un processus de rétablissement. » Super, bien ça conclut déjà notre échange. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir parler de ça, c'était super intéressant. Puis peut-être en terminant, on peut donner vos coordonnées, comment les gens peuvent vous rejoindre? Les gens peuvent nous rejoindre au bureau au 418-276-2090. On a aussi un Facebook, Instagram, un Snapchat, fait au nom de Toxic-Action. Et on n'hésite pas à aller cogner à la porte du bunker. Eh non, ils sont là à toutes les semaines dans presque toutes les municipalités. Bien, je te remercie encore. Bonne continuité à Toxic-Action. Merci. Et merci à vous d'avoir été là. Puis on se retrouve bientôt pour un autre Accès MRC. Aujourd'hui, Anouk va faire face à de nombreuses exceptions. La fois où Eric a reçu des amis pour un verre. La fois où Félix et Sophie ont passé l'après-midi avec leurs grands-parents. La fois où Régent et Martine ont rendu visite à leur fille pour l'anniversaire du petit dernier. Anouk est infirmière et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie.
Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Aujourd'hui, Pierre va faire la connaissance de jumeaux de 23 ans et de leur mère qui ont contracté la COVID-19 lors d'une rencontre. D'un couple de personnes âgées aux soins intensifs après un souper avec leur fils. Et d'une dame dans le coma à la suite de la visite de sa petite fille. Pierre est préposé aux bénéficiaires et constate chaque jour que chaque exception est un risque pour la vie. Il faut respecter toutes les règles, tout le temps, sans exception. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. À l'aide de mes analystes Jules Simard et Joanny Riendo, moi-même, Pierre Turcotte, anime le Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que le Qu'en pensez-vous? C'est une émission où on réfléchit, on donne notre opinion, on vulgarise l'actualité de la semaine pour vous la faire comprendre de la meilleure manière possible.